Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Voilà, vous avez appris l'information, l'Union nationale des magistrats du Bénin vient de suspendre sa motion de grève, une grève illimitée pour tacite reconduction déclenchée depuis le 8 janvier 2018 pour exiger l'abrogation de la loi portant retrait du droit de grève aux magistrats. Toutefois, elle se réserve le droit de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de défalcation sur salaire ou de poursuite disciplinaire pour refus d'exécution des réquisitions. Une annonce qui sonne comme une mise en garde. Dans le même temps, la grève se poursuit dans d'autres secteurs, notamment la santé, parce que le cadre d'échange dénommé première session extraordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation gouvernement et centrale syndicale qui s'est réunie hier à l'Infosec de Cotonou n'a point réussi à arrêter la saignée se retrouve. Les deux parties se retrouvent vendredi prochain. Tout ceci se déroule dans un environnement où les salaires politiques créent une polémique généralisée. Et autour de tout ceci, on a appris ces dernières heures via un site nigérien que les chefs d'État du Bénin et du Niger, en présence de l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou Ahoré, ont tenu une séance pour aplanir les divergences liées à la reprise des activités ferroviaires. Autant de sujets pêle-mêle que nous abordons dans ce numéro de Faits croisés avec deux invités. Peggy Ludovic Dagba de la maison Diaspora FM, il en est le rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille. En face de vous, un collègue, un confrère rédacteur en chef de radio Tado FM, Julien Kitty. Bonjour. Bonjour, tranquille. Bonjour aux amis auditeurs et téléspectateurs. D'abord, on commence par le dernier sujet grâce au site d'information du Niger. Niger, Niamey, 2jours.com. On a appris que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son homologue du Niger, en marge du sommet de l'Union africaine, ont échangé autour du projet des rails du corridor Niamey-Cotonou-Niamey, et ceci en présence de l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou Ahoré, qui a gagné justement, à qui la justice béninoise donne le droit de reprendre des activités. Vous, en tant qu'analyste politique, quel est votre regard sur cette dernière rencontre entre le chef de l'État du Bénin et son homologue du Niger? Non mais tranquille, je pense que je suis personnellement heureux de savoir que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a compris qu'au-delà de la décision de justice en faveur du groupe pétrolien, il devrait avoir maintenant des concertations diplomatiques parce que la décision a beau être là, ce sont des hommes qui veulent la mettre en application. Il faut aplanir un certain nombre de divergences, de quoi qui pourrait se retrouver sur le chemin de M. Ahoré, qui, de loin, je l'observe, doit être quelqu'un d'assez fin, qui ne va pas aimer qu'il s'engage sur un terrain et qu'il y ait beaucoup de couacs. Et surtout par respect pour son homologue nigérien, je pense que Patrice Talon, alors qu'il participait donc pour la première fois à une session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement, a pu donc faire cette rencontre et en présence de l'opérateur économique lui-même. Je pense que c'est cela qu'on demande à nos dirigeants parce que si vous êtes un chef d'État et que vous ne recherchez pas les intérêts des opérateurs économiques, les créateurs de la richesse, vous ne pouvez pas y aller. Et Patrice Talon, je m'en souviens, et ironie du sort, je me suis retrouvé sur votre plateau d'Eden TV lorsque Patrice Talon à Paris avait dit qu'il accorderait priorité aux investisseurs nationaux. Ensuite, quand la décision de justice est intervenue, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter pour en parler. Et je me rappelle le jour-là, je disais, je suis fier dans la peau de Béninois, d'Africains. Et je demandais notamment à ce que les documents qui prouvent que ce dossier revient, ce projet revient au groupe pétrolier, soient remis à M. Dossou Ahoré et qu'il aille dormir avec dans son lit, ne serait-ce que pour avoir la fierté d'abord de dire que oui, on peut faire face à un homme blanc, excusez-moi, et gagner devant la justice. Maintenant, dans l'opérationnel, il faut prouver qu'on peut le faire. Et c'est là que beaucoup de langues tentent de remettre en cause les capacités du groupe pétrolier. Et j'ai compris que M. Ahoré ne voulait pas se jeter très tôt dans le travail sans aplanir cette divergence. Parce que lorsque vous parlez des rails, c'est le Bénin et le Niger qui d'accord partis, ont créé donc cette structure. À partir de ce moment, je pense que le chef de l'État a très bien fait, c'est tout à son honneur. Et franchement, je souhaite que cette symbiose, cette synergie d'action-là continue entre l'opérateur économique Dossou Ahoré et lui, et que, pourquoi pas, d'autres opérateurs économiques qui sont un peu
en difficulté avec lui aujourd'hui, il puisse trouver la possibilité de s'entendre parce que c'est le Bénin économique qui va gagner. Et je souhaite simplement beaucoup de chance au groupe pétrolier pour réussir ce challenge-là qui va vraiment rehausser l'Afrique et montrer que sous les tropiques, on peut avoir des opérateurs économiques, des investisseurs assez capables de faire de grandes choses et que la technologie n'est pas qu'ailleurs. Et Pékin Dagba, cette information justement relayée par le site de nos confrères du Niger a été relayée aussi par d'autres confrères ici. La plupart des plateformes numériques en ont parlé, des journaux en ont parlé. On sait comment ces grandes rencontres s'organisent si des deux chefs d'État ont réussi à trouver quelques minutes, un peu de leur temps pour se consacrer à ce sujet. Cela, n'est-ce pas la volonté affichée des deux États à relancer officiellement les travaux? Écoutez, tranquille, Belentin, on ne pouvait pas aller sur d'autres terrains que celui-là. Je pense personnellement à l'annonce de cette rencontre que c'est l'un des scellés, l'un des derniers scellés qui est en train donc d'être sauté pour que vraiment ce projet de reconstruction des rails puisse trouver, comment dire, voir le jour chez nous. Beaucoup de nos compatriotes ne comprenaient pas pourquoi on mettait encore du temps à ce que le projet démarre effectivement sur le terrain, alors qu'on sait très bien que dans les coulisses, il y a encore des choses à faire, il y a encore des barrières à lever, et je crois que c'est l'une des barrières qui est en train d'être levée. Et là, cela dénote effectivement de l'engagement d'abord du chef de l'État béninois et qui, comme l'a dit, comme l'a rappelé Julien Kiti, a dit qu'il donnera la préférence aux nationaux, aux compétences nationales, aux opérateurs économiques nationaux. Ici, tout se fait dans les règles de l'art, donc il faudra permettre vraiment à l'opérateur économique Samuel Aoreidossou vraiment de pouvoir commencer la réalisation de ce projet-là. Et l'autre, celui qui restait, c'était la partie nigérienne, où beaucoup de langues ont tout fait d'affirmer que le Niger n'était pas d'accord avec l'homme d'affaires Samuel Dossou, avait beaucoup plus de préférence pour celui qui, parfois, faisait office de, comment on va dire, d'opération commando en Afrique, je ne veux pas appeler de nom. Là, maintenant, on constate que le chef de l'État béninois, avec son leadership, est en train de faire ce qu'il faut pour que la partie nigérienne puisse également suivre la voie du droit, parce que c'est le droit qui a parlé, c'est la Cour suprême qui quand même, en dernier ressort, a rendu une décision pour que ce projet revienne acquis de droit. Maintenant, les différends devront être aplanis, et ce qui, ma foi, a commencé par l'être, et j'espère que ça ne va pas durer, et que vraiment très tôt après cette rencontre-là, on va pouvoir enfin assister à la renaissance des rails au Bénin. Et que des actes officiels soient apposés pour que très rapidement les activités démarrent. Et si vous permettez, je voulais juste ajouter quelque chose sur la pertinence de l'initiative. C'est-à-dire le fait que ce soit au plus haut niveau, entre chefs d'État, que ça se discute, ça a un avantage. Imaginez, c'est la Cour suprême du Bénin qui a rendu une décision. Vous savez, quand vous voyez l'ossature de cette entreprise-là qui gère les rails entre le Bénin et le Niger, c'est-à-dire que les deux parties, les deux pays ont des responsabilités qui leur permettent, par exemple, à un État de mettre un veto pour bloquer l'autre État. Donc, forcément, il doit y avoir entente entre les deux États. Et si vous voyez les intérêts du groupe français qui était en compétition ou qui voulait arracher le dossier au groupe pétrolier, vous voyez ces intérêts au Niger, vous pouvez savoir combien de fois ça va être difficile ça devrait être difficile pour les dirigeants nigériens d'offrir leur passivité bienveillante au groupe pétrolier, de leur sourire. Non. Et donc, le chef de l'État béninois a compris qu'il faut régler ça à ce niveau pour que le chef de l'État nigérien donne sa volonté, affiche officiellement sa volonté d'accompagner, parce que l'intérêt, c'est pour les populations. Comme ça, que ce soit la justice nigérienne, que ce soit les autres opérateurs économiques, et certainement que le président nigérien ira discuter avec ses partenaires économiques étrangers, y compris le groupe français dont je parle, pour dire ce n'est pas parce que ça, vous perdez, que vous n'avez plus la côte chez nous. Et une certaine souveraineté devrait pouvoir prévaloir. Vos intérêts sont regardés. Et donc, le président nigérien, s'il ne se sentait pas si honoré, si personne n'allait le voir, et vous allez voir, après donc, cette rencontre au sommet des deux États, vous allez voir M. Aorey qui va certainement, un bon opérateur économique expérimenté, qui va prendre son bâton de pèlerin pour retourner au Niger, maintenant que la voie lui est balisée, faire les discussions, les concertations techniques avec
le patronat des entreprises là-bas, pour voir aussi comment les opérateurs économiques nigériens peuvent trouver ne serait-ce qu'un intérêt dans la réalisation des travaux. C'est parce que c'est comme ça aussi que ça se discute. Et je pense que c'est vraiment pertinent. Et bon, on a comme quoi un homme d'affaires au sommet de l'État, ça peut avoir des inconvénients, mais beaucoup d'avantages également. On est dans le concret, on va dans les négociations propres, quoi. Voilà, et puis il a dit et réaffirmé, M. Samuel Dosso, alors l'essentiel pour lui, je le cite, hein, c'est que le travail se fasse et très bien suivant les normes standards, surtout les normes internationales. Parce que, ouais. Et il a démontré. C'est ça l'avantage. Avant, on voulait nous installer quelque chose, ça, les études, les experts l'ont démontré, on voulait nous installer un truc d'un autre siècle. Moi, je pense qu'il y a un autre avantage à ça. Et s'il le réussit, suivant les normes internationales, franchement. Je voulais justement préciser qu'il a démontré, il n'a même pas attendu le dénouement de la crise avant de le faire à Parakou. Tout à fait. Voilà. Pour ce port sec de Parakou sur le port sec, vous avez des rails de dernière génération, voilà. des rails des cars variables, je crois. Le train. Et il faut forcément faire un tour par là-bas pour voir de quoi il est question. C'est parce qu'il s'agit aussi des questions de sécurité. On a encore en tête ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Au Cameroun, de 700. Et ironie du sort, c'est vrai, on ne va pas appeler de nom, mais vous voyez, la nature s'est fait ces choses. De ce côté-là, c'est ce groupe français qui est propriétaire de ce train qui a déraillé. Qu'est-ce qu'on n'a pu jamais élucider, on n'a pu jamais dire, aussi bien au niveau de l'état du train que de la qualité des rails qui étaient là. Et donc, on a tout intérêt, l'Afrique a tout intérêt, la sous-région, le Niger et le Bénin ont intérêt à avoir les rails et la technologie de dernière génération avec un fils du continent à qui Dieu a donné le bonheur et la chance d'être à ce niveau. Merci à vous, Jules Léandre Kitty. Loin de ce sujet, on va s'intéresser maintenant à cette suspension de la motion de grève par l'UNAMAB, Peggy Ludovic Dagba, une grève déclenchée depuis le 8 janvier 2018. Tout à fait. Et beaucoup de gens ont été pris, comment dirais-je, de court par la poursuite de cette grève après la décision de la Cour constitutionnelle rendant inconstitutionnel le retrait du droit de grève aux magistrats et pourquoi pas à ceux qui l'ont été. Et au magistrat Michel Adiaka, président de l'UNAMAB, de préciser que leur grève ne visait pas que cette loi-là, mais également la loi comment dirais-je, sur le statut particulier des magistrats et qui, ma foi aussi, a été, comment dire, échaudé un peu avec toujours ce retrait du droit de grève, mais également la composition du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour constitutionnelle a rendu une décision, je crois, le 28 janvier dernier, pour déclarer inconstitutionnelle une partie de cette loi-là. Et c'est ça qui a conduit maintenant à la levée donc, de la motion de grève des magistrats. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est peut-être la meilleure solution aujourd'hui, parce que beaucoup de nos compatriotes pourront désormais pouvoir aller à la justice, faire les différentes formalités, pouvoir obtenir les différents actes qui, ma foi, leur manquaient pour peut-être participer à un concours, faire un dossier ou faire des choses dans la vie civile. Ce qu'il faut retenir, c'est que les magistrats ont accepté finalement lever cette grève-là. Et ce que moi j'ai envie de dire sur la question, c'est qu'il faut quand même qu'on évite ces pertes de temps inutiles. Et deuxièmement, ces difficultés qu'on crée gratuitement aux citoyens, parce qu'on aurait pu éviter tout ça en érigeant vraiment l'intérêt commun, l'intérêt supérieur de la nation en premier plan. Sinon que tout ce à quoi on a assisté depuis pratiquement décembre à maintenant aurait pu être évité tout simplement si les uns et les autres n'avaient pas voulu jouer un peu au plus intelligent que l'autre. Nous sommes dans la République, il faut quand même que nous sachions raison garder et aller vers ce qui promeut vraiment et ce qui assure le développement du pays. C'est de cela qu'il est question. Voilà, les activités reprennent dans le secteur de la justice. Julien Kitty. Oui, je pense que c'est avec beaucoup d'émotion que moi j'ai appris cette levée de la motion de grève. Et je voudrais prendre ce pan-là pour dire franchement, si on doit chaque fois perdre du temps et faire souffrir la population pour revenir après s'entendre
Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je faisais partie de ceux qui trouvaient que oui, les libertés fondamentales, on ne devrait pas les toucher, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Mais je suis farouchement contre également les abus. Et je voudrais réitérer ici que j'étais à 200% contre le 5 jours sur 5 de grève dans le secteur de la justice. Les magistrats n'auraient rien perdu s'ils faisaient 4 jours sur 5 ou qu'ils faisaient 3 jours sur 5. Ils auraient eu les mêmes effets, même si je vais souhaiter que les discussions se fassent en amont pour qu'il n'y ait pas grève. Mais lorsque la Cour constitutionnelle a rendu les décisions, moi, vous savez, une journée au niveau de grève au niveau de la justice ou de n'importe quel secteur, vous voyez ce que ça perd. Il y a des dossiers que vous pouvez déposer, vous devez dévoiler à une date. Si vous déposez 24 heures après, vous n'êtes plus dans le coup. Alors, est-ce qu'il y a une loi qui interdit à l'UNAMAB de faire une assemblée générale le matin et de dire en même temps, à partir de demain, nous reprenons? Ils ont fait l'assemblée générale hier, je crois que ça fait 30 janvier. Nous sommes, ça fait mardi. Et ils annoncent la fin de la grève, la suspension de la grève pour le vendredi. Au même moment, ils ne disent aucun mot de compassion en direction des justiciables qui en ont souffert. Et il y a même des justiciables, pas comme les autres, qui en ont souffert encore. Hier, Laurent Mentoyon et consorts, ils n'ont pas pu connaître leur procès. Ils sont retournés en prison, alors que les magistrats, on retrouve M. Adjaka souvent aux côtés du Front pour le sursaut patriotique, qui a pour priorité aujourd'hui que Laurent Mentoyon soit libéré. Alors, lorsque on a reçu ces décisions-là de la Cour constitutionnelle, moi je m'attendais à ce que le même jour, pour montrer leur bonne foi, qu'ils se réunissent. Ce n'est pas toute la population de magistrats au Bénin qui se réunissent nécessairement avant de le faire. Il y a un certain nombre il y a un quota. Quand ils se réunissent, ils peuvent décider de la suspension. À partir de ce moment, je trouve que ce n'est pas bien qu'ils nous fassent souffrir encore le martyre jusqu'au vendredi. Mais bon, vous me direz qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il vaut mieux tard que jamais. Le vendredi, oui, ça va se faire. Mais le ton sur lequel le communiqué de l'UNAMAB a été signé, je me suis dit, est-ce qu'ils savent, parce que j'ai vu quelques articles, quelques dispositions citées, si ces dispositions sont citées, s'ils savent que, se fondant sur ces dispositions, jamais il n'y aurait défalcation, je pense qu'on n'avait même pas besoin de faire ces mises en garde-là. Parce que cela dénote de la crise de confiance très grande qui est intervenue entre les institutions. Le Bénin a risqué gros dans cette crise parce que, vous voyez, toutes les grèves ont commencé par être même illégales quelque part sans que beaucoup n'en aient bien parlé. Parce que lorsque le Parlement a légiféré, que vous soyez d'accord ou pas, le principe là, c'est son droit de légiférer. Les parlementaires peuvent se mettre ensemble pour dire la loi que nous sortons maintenant, c'est désormais qu'on coupe la tête à tout le monde. Peut-être qu'ils sont devenus fous le jour-là, je ne sais pas. Mais la loi dit ils peuvent légiférer. Et c'est pourquoi très bien. C'est pourquoi le législateur dit, lorsque eux, ils ont fini d'adopter, sur demande du chef de l'État, avant qu'il ne promulgue, il devrait s'adresser à la Cour constitutionnelle pour demander le contrôle de conformité avec la Constitution. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a des gens qu'on appelle sages. Donc, et ce n'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça, devraient savoir si ça respecte. Et là, on va le dire au Parlement. Mais ça, cette étape n'était pas encore intervenue. Mais les gens étaient en grève pour protester contre ce que les parlementaires ont fait. C'est simplement parce qu'ils n'avaient plus confiance en ce Parlement. Et c'est grave. Parce que lorsqu'on cite les pouvoirs, lorsqu'on parle du principe de séparation des pouvoirs, les pouvoirs qu'on cite le plus, on cite l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça veut dire que c'est les socles de la démocratie de notre pays. Et c'est après qu'on vient trouver la presse à qui on donne tacitement le titre de quatrième pouvoir. Alors, si les trois principaux pouvoirs qui tiennent donc le pays debout ne se font plus confiance, c'est grave. Et vous avez vu la Cour constitutionnelle aussi qui subit un lynchage médiatique inédit. On n'a jamais vu ce degré de critique contre la Cour. L'autre inédit, c'est qu'un membre de la Cour démissionne. Dans ce contexte-là,
et ne s'explique pas. Un peu comme pour jeter de l'opprobre sur l'institution. Alors, si on ne sait pas faire remettre les choses à l'endroit maintenant, et qu'on se met à se menacer, et lorsque, par exemple, l'UNAMAP fait cette menace-là, cette mise en garde ferme dans son communiqué, si jamais le garde des Sceaux, comme je commence pas à le voir faire depuis quelque temps, s'il se laisse emporter par ce ton-là, et que lui aussi, il dit à son niveau, mes réquisitions demandées n'ont pas été respectées, je dois sanctionner, on va rentrer dans une autre spirale de crise d'humeur qui ne vont pas permettre de garder le socle. Et lorsqu'on va rentrer dans cette considération-là, vous allez voir, si les institutions de la République ne sont plus respectées, nous allons tous nous entendre pour créer un État voyou, ce qui ne serait pas très bien. Et donc, je résume en disant, il faut que les magistrats, même si ils doivent avoir des raisons, d'autres raisons prochainement de se mettre en grève, franchement, de grâce, pas 5 jours de privation, 5 jours sur 5, de privation d'accès à ces services essentiels-là pour les populations. Mais nous sommes dans un pays de droit, là où les droits des magistrats s'arrêtent, comment ceux des justiciables. Il y a des gens encore qui sont encore dans les univers carcéraux à cause de ces mouvements de grève. Les gens, il y en a qui devraient voyager, ils n'ont pas pu retirer leur casier judiciaire, qui sont encore en attente. Ceux-là qui va régler aujourd'hui le problème. Quand dans cette motion de suspension, on met en garde l'État. C'est-à-dire que les magistrats, eux, protègent, ils ne veulent pas perdre un seul iota de leur salaire. Ils ne disent même pas un mot de compassion envers ceux qui ont subi les conséquences et les justiciables de plusieurs semaines de grève. Moi, je pense que le problème. Moi, je pense que le problème, il est global. Il est global et la seule solution, c'est le respect des tests. Nous sommes en démocratie, c'est la dictature des tests. Et lorsque vous ne respectez plus les tests, c'est la porte ouverte à tout. Je suis d'accord que les magistrats auraient pu quand même ne pas aller à 5 jours sur 5. Mais qu'est-ce que vous aviez en face? Vous avez dit, Julien Kitty, qu'il ne devrait pas aller en grève à ce moment-là. Mais est-ce que cette grève-là était illégale? Non, je ne crois pas. Non, puisque la grève... Laissez-moi finir. Oui. Tout simplement parce qu'ils sont allés en grève sur la base d'un test. Et c'est un test qui leur permet d'aller à cette grève-là pour éviter le péril qui vient. Si jamais cette loi-là n'existait pas, ok, ce que vous dites passe. Mais voilà que cette loi leur permet d'aller en grève. Donc, c'est de leur droit d'y aller et de dire attention, puisque nous avons au moins cette arme pour pouvoir nous défendre. Deuxièmement, si jamais la Cour constitutionnelle avait dit, par exemple, que cette loi était parfaitement constitutionnelle, comment allaient-ils faire? Ils se font tout simplement avoir. Et là, ce sont des victimes expiatoires. Là aussi, c'est quelque chose de dangereux, Peggy. C'est ça. C'est là l'élément. C'est là l'élément. Parce que le problème est quoi? J'entends dire, ouais, ils auraient pu ne pas aller à grève, attendre vraiment que la Cour constitutionnelle donne sa sentence. Mais si la sentence leur interdisait effectivement la grève, pourraient-ils aller alors? Quelles seront leurs armes à ce moment-là pour défendre leur droit d'aller en grève? Ils n'auraient plus. Et tout simplement parce que s'ils allaient en grève à ce moment-là, ce serait proprement illégal. L'ancienne loi serait déjà tombée, la nouvelle allait prospérer, et par conséquent, sous le coup de la nouvelle, c'est qu'ils n'ont plus droit à la grève. Tout simplement, ils ont à respecter simplement la nouvelle loi qui a été prise. À partir de cet instant-là, il fallait leur montrer, tant à la Cour constitutionnelle qu'aux autres, que, eh bien, nous avons un droit et nous tenons à ce que les libertés fondamentales ne soient pas touchées. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi aller jusqu'à jeudi pour pouvoir vraiment faire, je crois que je l'ai dit tantôt, c'est quand même excessif si on doit prendre en considération les différents corps de la nation qui, quand même, ont besoin de cette justice-là pour faire telle ou telle chose. Donc, l'un dans l'autre, il faudrait vraiment que nous évitions ces pertes inutiles de temps et d'énergie. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là? Si nous retournons à l'Assemblée nationale, par exemple, pour ce droit-là, cette loi qu'on a votée, est-ce qu'on avait besoin d'aller là? Vous savez très bien que ce sont des libertés. Vous avez, la possibilité d'organiser ce droit de grève. Pourquoi ne pas voir une nouvelle organisation et la mettre en pratique?
tout simplement, au lieu de chercher à retirer, alors que vous savez très bien que c'est quand même l'un des éléments qui sont issus de la conférence nationale. Ce sont les libertés qui ont conduit à la conférence nationale, et la conférence nationale les a érigées en règles constitutionnelles. Mais pourquoi chercher alors à retoucher à ces genres de choses, alors que vous savez très bien que des troubles peuvent provenir de là? Parce qu'il faut quand même qu'on se parle sérieusement, qu'on se regarde en face pour se dire des vérités. Moi, je pense que c'était franchement quelque chose à ne pas faire. S'il fallait faire quelque chose, c'était beaucoup plus réorganiser un peu tout ça pour que les gens puissent mettre beaucoup plus d'humanité, d'humanisme. C'est vrai, nous avons le droit. C'est pas parce que c'est notre droit que nous allons forcément l'exécuter de cette façon-là. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes, et nous savons qu'il y a des gens qui peuvent vraiment souffrir de ça. Maintenant, deuxièmement, vous parlez un peu de, comment dirais-je... Vous avez reconnu en temps les conséquences de ces 15 jours de mouvement de débrayage. Tout à fait. Et maintenant, dans cette motion, eux, ils mettent en garde l'employeur, puisque l'État est leur employeur. C'est cela. Et ils mettent en garde l'employeur contre les mesures disciplinaires, alors qu'ils n'ont pas travaillé. Voilà, ils ont parlé de défalcation. Ils ont cité un certain nombre de choses. Est-ce que les lois, les articles auxquels ils ont fait référence, n'existent pas? Oui. Est-ce que ces articles-là ne disent pas la quintessence de ce qu'ils ont soulevé? Bon, alors, à partir de cet instant-là, ils sont totalement en droit de mettre en garde. Maintenant, c'est à l'autorité aussi d'apprécier ça, compte tenu déjà de l'existence de ces tests, mais également compte tenu de lui. Je veux parler de l'autorité, comment dirais-je, tout ce qu'il a comme arme à sa disposition pour organiser la cité dans la responsabilité. C'est à lui. Eux, c'est vrai, ils ont dit ce qu'ils pensent. Mais c'est à l'autorité d'apprécier. Oui, est-ce que comment dirais-je, l'opportunité de la mise en application de ces dispositions ou non, et à partir de là, pouvoir... Parce qu'ils l'ont dit, ils ont encore cette menace-là, si jamais la défalcation était appliquée, ils se réservent le droit d'aller encore en grève. Est-ce que le Bénin a besoin de ça? Avant de vous laisser la parole, Julien Ekiti, vous, votre ressenti, quand dans cette motion, il n'y a aucun mot, aucune excuse à l'endroit des justiciables? Non, ça c'est à déplorer, forcément. C'est à déplorer, parce que c'est vrai qu'il y a eu des victimes. Il y a même eu des gens qui sont morts à cause de ça. Même pas à cause de la grève de la santé, mais à cause de la grève des magistrats. Parce que... dites-vous, si quelqu'un a besoin forcément, comment dirais-je, d'une décision de justice ou, en tout cas, d'une autorisation d'exécution de décision, alors qu'il est dans une situation où il est malade, il a besoin des moyens pour pouvoir se faire soigner et qu'il ne l'a pas pour cause de grève, forcément, il trépasse ou il subit des contre-coups. Donc, forcément, il y a eu des victimes. Et là, c'est vrai, on aurait pu quand même faire un clin d'œil à cela pour dire, excusez-nous, c'était peut-être ce qu'il fallait faire en son temps, mais franchement, pardonnez-nous, pourquoi pas? Non, moi je pense qu'il y a des nuances à faire. Vous voyez, lorsque vous évoquez les dispositions légales qui permettent aux magistrats de se mettre en grève, et puisque moi j'ai parlé de l'illégalité de la grève, parce que j'ai écouté même des syndicalistes me dire face à une situation anormale, il faut apporter des réactions anormales si c'est nécessaire pour arrêter la saignée. Vous l'avez reconnu aussi maintenant qu'en face, il y avait de l'abus également. Il y avait en face des gens qui voulaient manu militari, leur arracher le droit de grève. Il fallait réagir. Ils ont été un peu malins en glissant d'autres revendications dans la motion. Parce que si c'était seulement en réaction à l'intention, à la démarche de l'Assemblée nationale qui vise à leur retirer le droit de grève, la grève était illégale. La grève serait illégale s'il n'y avait que cette revendication. Parce que aucune disposition, lorsque le législateur dit, quand le Parlement adopte, on fait contrôle de constitutionnalité, mais est-ce que la grève entre le Parlement et la Cour constitutionnelle, la grève, et c'est ce qu'il y a de grave dedans, est-ce que la grève c'est pour enseigner aux sages de la Cour constitutionnelle ce qu'ils doivent faire? Et vous avez posé une question qui me conforte dans cette appréhension-là. Vous avez dit, et si la Cour constitutionnelle avait rendu une décision dans le sens contraire? Si la Cour constitutionnelle avait dit, par exemple, je veux respecter, aller dans le sens de la jurisprudence, de ma propre jurisprudence, en me référant à la décision de 2011 qui a arraché le droit de grève aux fonctionnaires de la douane,
est-ce qu'ils auraient encore le droit de gréver? Ça veut dire que la grève des magistrats, c'était pour dire aux sages de la Cour, attention, si jamais vous allez dans l'autre sens, là, vous allez nous voir. Que diriez-vous alors du principe de droit qui ne veut pas également qu'une juridiction reçoive des pressions pour pouvoir décider? Même si on parle de la notion d'intérêt général après, qui devrait amener tout juge à savoir décider. Donc c'est pour dire que ça revient à la crise de confiance entre institutions qui faisait que... Donc les magistrats ne faisaient plus ni confiance aux parlementaires ni à la Cour constitutionnelle. Maintenant, lorsque la Cour constitutionnelle a fini de rendre ses décisions, mais je dis, est-ce que les magistrats n'avaient pas besoin de montrer, ne serait-ce que par leur langage, leur disposition, leur volonté d'aller à la table de négociation? Vous savez, pour réussir les négociations, ce n'est pas que le droit, ce n'est pas que les dispositions légales, c'est aussi le langage, c'est aussi la communication. Donc, c'est l'environnement. Voilà. Et donc, déjà que dans l'opinion, le garde des Sceaux a été regardé comme celui qui n'a pas eu l'autorité, qui n'a pas été capable de faire respecter sa décision, de faire des réquisitions, eh bien, on vient lui adresser encore un communiqué, des mots pour dire « Nous sommes maîtres de la situation. Si tu fais encore la petite faute, on va se retrouver encore en grève et tu vas ramasser les pots cassés. » Mais ceux qui ramassent les vrais pots cassés, les pots cassés vraiment, ne sont pas, on n'a pas fait référence dans le communiqué. Donc moi je pense que les magistrats, ils ont le droit de défendre, parce que moi je ne veux pas vous voir dans ce pays des juges qui sont ligotés en griffe, hein, qui ne sont pas libres de rendre leurs décisions, parce que s'ils n'ont plus du tout de droit de grève. Et que c'est la seule arme qui permet de faire fléchir les dirigeants dans notre pays, parce que si on interroge notre histoire, ce n'est que la grève qui a permis aux dirigeants, qui a amené les dirigeants à ne pas aller sur le mauvais chemin. Alors, c'est bon de défendre son droit de grève, mais je dis, je ne vois pas là maintenant, déjà qu'il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu abus de mon point de vue en faisant 5 jours sur 5, je ne vois pas maintenant des signes avant-coureurs de ce que, dès qu'il va avoir un petit souci, ils vont pouvoir penser à ces victimes-là et ne pas être dans l'extrémisme. Et donc, c'est toute la problématique que je pose aujourd'hui. Et deuxième niveau de problématique, réfléchissons au fonctionnement, d'accord, à la coexistence qui devrait être pacifique entre nos institutions. Et surtout, à la renaissance de la confiance entre les institutions. Voilà que, c'est ça le vrai problème. Voilà que la juridiction, la haute juridiction, qui a pour rôle, en plus de veiller au respect de la Constitution, vous savez, la Cour constitutionnelle a pour rôle de réguler le fonctionnement des institutions de la République. Voilà qu'elle-même... N'oubliez pas, en tenant compte des contestes. Oui, maintenant voilà qu'elle-même est vilipendée et on s'arrange pour lui couper un pied. On est là le 31 janvier aujourd'hui. Vous savez très bien que si le remplaçant de Maître Dato n'est pas désigné aujourd'hui, nous tombons dans un vide juridique qui n'est jamais arrivé parce que les dispositions de la loi organique qui régit donc la Cour constitutionnelle disent que le remplaçant du membre démissionnaire doit être désigné au cours du mois. Au plus tard le mois. Le mois au cours duquel il a démissionné. Ça veut dire que c'est au cours du mois de janvier qu'il doit être remplacé. Voilà que le monsieur, comme par enchantement, lui-même a démissionné le vendredi passé. On rentre dans un week-end et puis après on est lundi, mardi et comme pour montrer que ça va être difficile de le rencontrer aujourd'hui. Quel est le calendrier derrière? Est-ce que nous avons, pour des intérêts politiciens, nous voulons remettre à mal l'appareil d'État? Non, c'est des interrogations. On pourra aller dans ce sens-là demain si entre-temps, son remplaçant n'a pas été... le chef n'était pas connu. Maintenant, j'oubliais de dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, puisque les magistrats ont annoncé la levée, la suspension de leur motion de grève, mais le personnel non magistrat de la justice continue. Ils l'ont réaffirmé. Alors que les greffiers, les agents administratifs, les magistrats ont besoin d'eux pour travailler, parce que lorsque le magistrat est en train de parler, le juge est en train de parler, c'est le greffier qui note. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a encore péril à la demeure. Il faut que le gouvernement, au lieu d'avoir cette méthode-là qui consiste à envoyer les ministres, et que les ministres viennent pour dire, nous n'avons que 2 points,
alors que les autres disent, regardez, ils se sont vus, hier ils ont parlé, c'est sur l'ordre du jour qu'ils sont mis à parler. Pourquoi il n'y a pas comme ça se fait dans les grands organismes où, quand, par exemple, les chefs d'État doivent se voir, il y a les ministres des Affaires étrangères qui vont là-bas. Il y a des cas techniques. Pourquoi pour que, surtout dans un contexte de crise grave comme ça, pourquoi il n'y a pas des gens pour faire le lien, le contact avec les centrales syndicales pour déjà s'entendre sur l'ordre du jour? Moi, je ne suis pas de ceux qui sont heureux lorsque deux parties qui se connaissent très bien, qui savent qu'elles sont condamnées à travailler ensemble, se voient. Une partie dit « je n'ai que 2 points ». Comme si elle souffre de myopie sur les autres points. L'autre partie dit « non, j'en ai 10 ». Et on passe la journée à discuter de ça et finalement on retient 8 et on dit on va se retrouver. Et les autres, les centrales syndicales disent le point que nous mettons en première position, c'est la question des libertés. Ouais. Et ce sont ces questions-là, c'est dans ces questions que tout le monde rentre dans le dilatoire. Parce que les libertés, là, parfois, ont une dimension... Elles sont multiples et multiformes. Qui ne sont pas si précises que ça. C'est-à-dire qu'il faut nous laisser libres. Le gouvernement va dire non, si ce n'est pas encadré, on ne peut pas. Et nous allons continuer à le faire. Et c'est vite fait qu'on dise, par exemple, dans les libertés, là, maintenant, un prisonnier politique, il faut le libérer, sinon on n'avance pas. Le cas Trépo qui a défrayé la chronique hier. Voilà, donc franchement, il faut que chacun décide d'aller, quoi. Et je suis encore, je pense, ça sonne encore dans ma tête, hein, ces phrases de Socrate et je me souviens pas celle de Socrate d'abord. Qui disent qu'il faut que les rois deviennent philosophes et que les philosophes deviennent rois. C'est-à-dire que ceux qui dirigent la cité, de part et d'autre, même les acteurs syndicaux, il faut qu'ils retournent, ils fassent appel au tribunal de leur conscience, qu'ils fassent appel à leur jugeote, à la logique et à la morale, pour dire la finalité de tout ce bras de fer-là, c'est quoi? Il faut que la personne humaine, que la Constitution du Bénin déclare sacrée et inviolable, ici, il faut que notre action contribue à la désacraliser et à la violer. J'interpelle la conscience. Et pourquoi ne pas donner priorité au dialogue? On a mis du temps à renouer le dialogue. Vous savez, quand la crise a commencé, on a annoncé une rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales qui a été avortée. On a attendu plusieurs jours. Et là encore, on n'a rien décidé de concret. On a reporté la rencontre pour vendredi prochain. Et dans le même temps, la grève continue. Les populations en font les frais. C'est surtout dans le secteur de la santé. De la pédiatrie, et de l'éducation. Moi, je pense qu'il ne fallait pas ouvrir la boîte à Pandore. Ce régime est arrivé, bénéficiait quand même d'un état de grâce où les syndicalistes, la plupart quand même des partenaires sociaux se sont accordés pour dire nous allons quand même taire les armes pendant au moins 2 ans, histoire de lui laisser le temps de faire ce qu'il faut pour voir réellement de quoi il était porteur ce gouvernement. Mais quelle a été, d'où est venue cette idée-là, franchement, d'enclencher cette procédure et qui a créé tout ceci? Parce que, à partir de cette affaire, c'est peut-être banal, personne ne voit ça. Quand on a décidé, subrepticement, de retirer ce droit de grève, mais ça a fait tilt dans la tête de tout le monde. Tous ces syndicats-là qui se disaient, ben attention, nous on se disait il fallait quand même laisser la paix perdurer et tout, et voilà ce qu'on veut nous faire. Ça veut dire que c'est un pied le nez que ce gouvernement veut nous faire. Alors, nous réagissons avec la dernière énergie, la dernière rigueur. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et ce n'est pas franchement bon. C'est un cycle infernal et personne ne sait quand est-ce que ça va finir. Voilà un peu cette affaire de rencontre, de dialogue auquel on devrait retourner, où le chef de l'État avait appelé les centrales syndicales. C'était salué de tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps pour qu'ils ne les rencontrent pas? Et après, on a dit, oui, c'est une question d'agenda. Et quand ça permettra, eh bien, on pourra les recevoir. Et là, maintenant, voilà. Et c'est le comité de dialogue. On sait que quand le chef de l'État lui-même préside ces genres un chef d'État préside ces genres de rencontres, il y a toujours un poids, d'espoir aux gens. Voilà. Les gens ont des éléments pour croire vraiment à la parole présidentielle. Et rapidement, les engagements qui avaient été pris avant, qui n'étaient pas encore respectés dans les échéances, avant que l'idée du Parlement de enlever le droit de grève n'intervienne, ces engagements avaient été pris d'abord par le chef de l'État. Par le chef de l'État lui-même. Qui leur a dit, donnez-moi un peu de temps. Pour les magistrats, il restait 24 heures pour la fin de l'échéance.
quand on leur lève le droit de grève au Parlement, les agents de santé, un protocole a été réglé. On a commencé par échelonner le règlement de leurs questions. Et quand on leur lève le droit de grève, ils se disent, bon, ah, ok, en fait, le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas digéré ce que nous avons fait. Ils nous ont regardé, nous fait... Et nous attendaient au carrefour. Et donc, ils voulaient nous dire, désormais, vous ne ferez plus. Donc, je pense que, comme il le dit Peggy, il y a à revoir cette manière de gérer le partenariat avec les si je prends par exemple, je prends le cas du secteur de la justice, je vois mal un Joseph Diogbenou régler le problème, s'asseoir autour d'une table avec ces magistrats-là et négocier. Vu que les magistrats ne le... C'est-à-dire qu'il y a comme une tension. La tension, elle est très forte. D'où la nécessité. Loin des dispositions légales, il faut que chacun dise... Je joue pour mon pays. Voilà. Mais si c'est que c'est Diogbenou qui dit, en définitive, regarde la tête de Adjaka, nous savons comment... En définitive, tranquille, moi je pense qu'il faudra se séparer de cet égo-là. Il faudrait pouvoir vraiment le taire, cet égo, et voir ce qu'il faut faire pour que la machine État se relance. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Diogbenou, Michel Adjaka, qu'est-ce qu'ils ont? Ils peuvent se détester dans la vie civile, ils peuvent se crêper le chignon, un peu comme ils veulent partout. Mais quand il s'agit de l'État, quand il s'agit de la vie de la nation, on doit pouvoir laisser tout ça de côté. Oui. Tu parlais et ça a été souvent là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la machine se relance? Mais malheureusement, on n'assiste pas à ce genre de réflexion. D'où la nécessité pour le chef de l'État, on sait très bien que son agenda est très, très corsé. C'est nécessaire qu'il les rencontre. Qu'il essaie de les rencontrer pour très vite dénouer la situation. Il peut passer aux hommes de développement, passer à tellement de priorités. Sur les grandes lignes, c'est-à-dire que les grandes orientations, il s'entend avec eux. Et il demande maintenant à ce que le comité interministériel voit avec eux les modalités pratiques pour qu'on s'entende. Mais là, à l'étape où on est, je pense que rencontre ministre et puis centrale syndicale et même les autres syndicats, je ne place pas une très très grande espérance en ça. Parce que les gens se regardent... La bête pauvre est que pour une question d'ordre du jour, on suspend la séance. Non, dites-nous, est-ce que c'est sérieux? Non, ça veut dire que les gens entendons-nous, oui, nous posons ça là en haut, juste après ça, et puis c'est fini, le problème est réglé. Mais on n'arrive pas, on en fait une question préjudicielle, jusqu'à ce qu'on arrive à arrêter la séance et pour la programmer pour vendredi. Vendredi, c'est dans combien de jours? Et voyez, et les urgences au sein de la nation. Voyez, au niveau de la santé, les enfants qui doivent aller à l'école, qui sont à la maison. Je vous assure, moi j'ai été, comment dirais-je, interloqué par la situation. Une école, pas loin d'ici, à Agassa-Godomé, en pleine semaine, qui est fermée. Toutes les portes sont fermées. À Agassa-Godomé, là, tout près. Mais je vous assure, alors que les enfants sont, comment dire, tenus d'être en classe, apprendre. Et les enseignants, les enseignants du primaire qui sont en grève maintenant, vous savez ce qu'ils disent? J'ai discuté avec des enseignants qui disent, ah non, parce que je leur ai dit, mais vous gréviez pour soutenir les agents de la santé, de la justice, non? Pour qu'on ne vous enlève pas le droit de... Ils disent, non, on avait glissé ça là, dedans seulement. En fait, c'est notre statut qui était déjà voté, qui fait notre préoccupation et dont les dispositions n'avaient jamais été appliquées depuis donc le président Yaïbouni. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ça c'est encore une bombe. Et quand les enfants sont dans la rue, quand on ne peut pas se soigner dans les hôpitaux, quand la justice, ça ne fait pas son travail. Et quand les travailleurs sont régulièrement dans les rues, désertant donc l'administration, parce que quand les centrales syndicales appellent par exemple à une marche, à une assemblée générale et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont quitté les services pour aller là-bas et le pays tourne au ralenti. Alors que nous avons un régime qui a un mandat chrono en main, comme je le dis souvent, parce que 2 ans sont passés, il reste 3. Et on a tellement de choses à faire que je me dis, est-ce qu'il ne faut pas faire un choix de dire, j'essaie sur le plan du front social, j'essaie de ne pas trop taper pour que les gens m'offrent leur passivité bienveillante, pour que j'avance dans les chantiers de développement. Beaucoup de routes, beaucoup d'hôpitaux construits, des écoles, des actions de développement, et puis des actions de développement, taux de croissance qui augmente. Et à la fin, je fais, ou bien à 1 an de la fin du mandat, je fais un point pour dire, bon, écoutez, vous voyez, c'est la preuve que je suis rassasié de solutions aux problèmes du pays. Mais là, si au niveau des acteurs sociaux, ils ne font pas un peu de concessions pour vouloir tout avoir ici et maintenant, c'est qu'on ne peut pas avancer. Parce que si j'investis tout dans ce que vous demandez, je ne pourrais pas faire ça. Donc moi, je pense qu'il y a un choix à faire. Mais vouloir régler ça en même temps,
et régler le développement, ça va ressembler à la poursuite de deux lièvres. Et l'adage nous dit que quand vous poursuivez deux lièvres, vous risquez de les perdre. C'est important finalement qu'on règle définitivement ces problèmes sociaux, en tout cas les divergences entre les centrales syndicales et le gouvernement. Hier, quand la situation dégénère, on avait des médiateurs, des sages qui les réunissaient. Aujourd'hui, on a peu de médiateurs crédibles. Le seul médiateur crédible, c'est le chef de l'État lui-même. C'est le chef de l'État lui-même qui est en même temps parti. Malheureusement, au moins les gens lui font foi parce que les agents de la santé étaient allés devant lui. Ils l'ont écouté, ils ont dit, ah, même chose le président, sinon on savait telle chose, on ne serait même pas allé. On a peu de sages crédibles. Au moins lui, il a quand même, comment dirais-je, la manette en main. Et il saura les remettre au travail, il saura leur dire. Les apaiser surtout. Ce qu'il faut. Parce que le problème ici, c'est de savoir vraiment comment apaiser cette tension-là. Ce que les gens lui reprochent, c'est ça, en réalité. Nous vous faisons confiance, mais derrière le dos, vous nous donnez un coup. Là, mais que les travailleurs aussi, chers amis, que les travailleurs aussi, je reviens à la communication qui joue sur les humeurs de chacun. Je suis sûr, je voudrais peut-être dire quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes. Je suis sûr que cette histoire de rencontre manquée entre le chef de l'État et les syndicalistes, rencontre manquée, là, j'avais déjà commencé par dire, est-ce que ce n'est pas des questions d'humeur? Est-ce qu'au niveau du gouvernement ou de la présidence, on n'a pas eu des informations qui donnent à croire que des travailleurs veulent ridiculiser le chef de l'État? Certains peuvent manquer, d'autres peuvent venir et tenir des propos, ou bien sortir tenir des propos. L'information qui a circulé juste pour votre gouvernement là-dessus, ce que moi j'ai entendu dire, c'est que les centrales syndicales se sont dit, cette rencontre qui a été programmée, c'était pour porter échec à notre marche que nous avons prévue. Par conséquent, nous sommes décidés à aller à notre marche et après, nous verrons. C'est ce que j'ai eu comme information. Même le après, nous verrons. Ça pose deux problèmes. Le chef de l'État, il est encore chef de l'État, il ne vous invite pas. Et vous n'écrivez pas. Pour dire formellement, vous avez une préoccupation qui fait que vous ne pouvez pas tenir ce rendez-vous. Et vous faites dire dans les coulisses que on a l'idée de vous empêcher de marcher. Mieux. Deuxième problème, qui a marché? Quelle est l'organisation qui a marché? Est-ce que ce sont les centrales syndicales formellement constituées qui ont marché? À mon entendement, c'est le Front pour le sursaut patriotique qui a marché, qui est une organisation politique. Donc il faut... Non, mais il y a eu les centrales aussi. Oui, les centrales en soutien, mais et parlant il faut faire très attention, parce que la démarcation doit être... un chef d'État ne peut pas retrouver en face de lui syndicaliste qui défend des intérêts corporatistes et l'opposant politique en face de lui et être tranquille. Maintenant, je dis cette rencontre-là a été avortée. Si tant est que ce n'était pas pour des questions d'humeur ou de peur que l'une ou l'autre partie soit ridiculisée, pourquoi après on n'a plus rien dit? Le chef de l'État, une fois qu'il est revenu du sommet de l'UA, pourquoi il n'a pas programmé une autre rencontre et tout de suite de grosses questions qui restent en suspens. Ça au niveau des ministres. Ça veut dire qu'il y a quelque part des gens qui ont réfléchi un problème. Ok, il vaut mieux les faire rencontrer par les ministres. Merci à vous. On va conclure. Si ridiculisent les ministres, ça fait rien faire. Merci à vous, le pays n'avance pas comme ça. Julien Kitty, il faut passer aux choses concrètes. Oui. Peggy David Dagba, merci à vous. Je dis la même chose. Il faut forcément que les gens puissent retrouver les tables de négociation et se parler franchement. Et si le chef de l'État les rencontre, le peuple verra le comportement de ces travailleurs et s'ils se comportent comme si la souffrance du peuple... Mais tout n'est pas dans la rencontre avec le chef de l'État. Tout est dans ce qu'ils se diront. Oui, et sur quoi s'entendront-ils? Parce que c'est ça le vrai problème. Et ça va se faire. On l'espère. C'était donc Fait Croiser à suivre en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur DEN Télévision à 13h30.